Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Petit à mon micro pour aborder le sujet de l'hypercroissance des entreprises et le sens que l'on donne à l'hypercroissance. Pierre-Emmanuel est un des cofondateurs d'Arpilab, une entreprise qui accompagne les pharmaciens à s'installer et à devenir des chefs d'entreprise. Arpilab est resté pendant 7 ans une entreprise de 4 collaborateurs, les 4 associés. Et puis un jour, ils se sont posé la question du sens de leur activité et ont eu envie de la faire grossir. Pas pour l'argent, pas pour la reconnaissance, mais parce qu'ils avaient envie de partager leurs apprentissages. Et en 3 ans, ils sont passés de 4 à 60 collaborateurs. Pierre-Emmanuel est passionné de développement personnel, donc il a pris le temps vraiment de bien m'expliquer avec beaucoup de prise de recul et de lucidité les différentes étapes par lesquelles lui et ses associés sont passés dans cette croissance, qui n'a pas été de tout repos. Il m'a partagé ses apprentissages personnels et aussi les conseils qu'il aurait aimé entendre avant de se lancer dans cette aventure. J'ai apprécié cet épisode parce qu'il est à la fois concret et il remet en question des convictions profondes. C'est aussi un exemple parfait de l'importance du sens, du pourquoi on fait les choses, du why qui est à la fois cher aux entrepreneurs, mais aussi de plus en plus cher aux collaborateurs qui ont besoin d'une réponse claire pour se sentir investis dans leur job. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira et vous sera utile, que vous soyez manager, chef d'entreprise, entrepreneur en devenir, car je pense vraiment que la manière de bien accompagner la croissance de son entreprise, qu'elle soit forte ou moins forte, c'est vraiment un élément clé du future of work et du bien-être au travail. Si vous aimez cet épisode, pensez à laisser une note et un commentaire sur votre application d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Pierre-Emmanuel Petit. Bonjour Pierre-Emmanuel, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. Pierre-Emmanuel, tu es un des fondateurs d'Arpilab. Donc Arpilab, c'est une entreprise française qui a un business bien particulier, notamment dans le secteur de la pharmacie, et qui a connu une très forte croissance ces dernières années. Je t'ai invité sur Chef pour que tu témoignes de ton expérience de dirigeant dans l'accompagnement d'un business qu'on peut qualifier d'hypercroissance, en tout cas de croissance très forte. Je vais présenter juste en quelques mots Arpilab parce que j'ai trouvé des informations qui m'ont marquée. Pour démarrer, la phrase d'accroche m'a vraiment interpellée. Vous écrivez « Arpilab, c'est l'histoire de quelques personnes. Des gars qui ont eu la naïveté de croire que grâce à une bonne intuition et parce qu'ils avaient des super diplômes, ils allaient révolutionner le monde de la pharmacie et accessoirement devenir riches. » Donc j'aimerais dans un premier temps que tu m'expliques un peu plus en détail pourquoi toi et tes associés vous avez décidé de vous mobiliser aux côtés des pharmaciens. Merci Sophie. J'ai quelques mots sur les pharmaciens. On parle de gens, et là j'utilise ce qu'ils disent d'eux-mêmes, qui ont fait 6 à 7 ans d'études sur des médicaments, des molécules, et qui ne sont absolument pas préparés à gérer des entreprises. C'est pas le sens, ça n'est pas l'idée de leur formation initiale qui leur donne un diplôme de docteur en pharmacie. Et puis, donc il y a environ un contingent de 60 000 pharmaciens en France, et il y a 22 000 pharmacies en France. Ça veut dire que il y a 22 000 pharmaciens qui vont se retrouver à la tête de ces officines. Et pour ceux à qui cette idée paraît tentante, eh ben ils se trouvent projetés dans l'entrepreneuriat. Ils se retrouvent projetés dans une posture où ils vont simplement acheter une entreprise. Et là, il y a des notions juridiques, financières, emprunts bancaires, et on parle de plusieurs centaines à plusieurs millions d'euros, parfois plusieurs dizaines de millions d'euros. Et après, on parle d'exploiter cette pharmacie. Et là, c'est la gestion courante d'une PME, le pilotage, la gestion des salariés, le management, de aucun jusqu'à 40, 50 salariés pour certains. Ah. Et ils ne sont pas préparés à ça. Et donc la mission d'Arpilab, c'est finalement de les accompagner selon 3 axes. Le premier, c'est la phase d'acquisition,
Eh ben, comme pour acheter un appartement ou une maison, il faut aussi un apport personnel. Et là, on parle de plusieurs centaines à plusieurs millions d'euros, parfois, d'apport. Donc si on n'a pas la chance d'être soit bien né, soit d'avoir peut-être déjà cravaché pendant 20 ans dans une pharmacie pour constituer un apport, eh ben on se retrouve au pied du mur et on s'achète pas ce qu'on veut, on s'achète ce qu'on peut. Et ça, nous, on contribue à en fait enlever cette barrière. L'apport chez nous, c'est un enjeu, mais ça n'est plus une barrière. Et puis après, une fois qu'ils sont au volant de la voiture, une fois ça y est, ils ont les clés. Comment on fait pour ne pas concrètement pour pas se planter, pour pas prendre de risques en fait, de risques inconsidérés dans la gestion. Et ça constitue pour eux un parcours de formation, d'accompagnement. Et là, on est dans un monde très opérationnel. Le troisième axe, c'est que là, on a parlé de la pharmacie, de comment on l'achète, et puis après comment on la gère. Mais le patron dans tout ça, qui c'est qui s'en occupe? Et là, on est dans l'accompagnement de la personne qu'ils sont eux-mêmes. Donc, plus dans des notions de formation, même de développement personnel, de coaching ou d'évitement de l'épuisement professionnel. Ok. Quand je t'entends, j'ai presque envie de dire que c'est presque ce dont tous les chefs d'entreprise auraient besoin comme accompagnement. Peut-être pourquoi vous vous êtes spécialisé auprès des pharmaciens, mis à part le fait qu'ils en aient peut-être plus besoin que d'autres chefs d'entreprise parce qu'ils ont des études qui ne les préparent pas du tout à faire du business. En fait. Comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. Et ça a trait à la deuxième partie de ta première question, qui est pourquoi on fait ça en fait. Comment on est arrivé là? Ça a été un long chemin assez tortueux. C'est parti d'une idée en 2008 qu'a eu mon associé, compère, fondateur initial qui s'appelle Ariel, qui est accessoirement un de mes amis les plus proches. Ariel, il était pharmacien, fils de pharmacien, et il avait vu son père s'épuiser toute sa vie dans une pharmacie, et il avait juré ses grands dieux que jamais il ne mettrait les pieds dans une pharmacie. Et puis il s'est aperçu, en regardant comment le marché se comportait, que il existait un mode de financement intelligent des pharmacies, un mode de financement alternatif. Et donc, son approche était très financière et très intéressée en plus. Et on est partis tous les deux, accompagnés d'autres personnes, sur un projet qui, pendant 1 an ou 2, n'a tourné que sur un peu nous maîtres du monde en fait. On va construire une chaîne de pharmacie et on achètera plein de boîtes et ça c'est l'accroche de notre site web, c'est accessoirement on va devenir très riche. On avait des très beaux diplômes et il fallait que ça aille vite. Puis évidemment, au bout de 2 ans, on n'avait strictement rien fait. C'est bizarre, les gens voulaient pas nous faire confiance. On n'avait jamais mis les pieds dans une pharmacie, c'est très curieux. Et on s'est résolu la mort dans l'âme à commencer petit et à acheter des pharmacies pour nous. Donc 1 puis 2, relativement petites. Bon. Et évidemment, là, l'orgueil qu'on avait déjà bien mis dans notre poche, là, on l'a pris de notre poche et on l'a définitivement mis à la poubelle parce que toutes nos belles idées sur comment se gère une pharmacie, c'était complètement à côté de la plaque. Donc on a appris le métier sur le terrain. Et puis petit à petit est revenue l'idée d'utiliser des financements intelligents pour ça, mais cette fois on se les appliquait à nous-mêmes. Et comme par hasard, quand on s'applique une recette à soi-même, on change parce qu'on trouve qu'il y a trop de sel ou pas assez de sucre. Et dans les 3 années qu'on suivit, et jusqu'à 2015, on a finalement trouvé un modèle qu'on trouvait non toxique pour les pharmaciens. Mais c'était en compagnie de pharmaciens pionniers, quelques-uns, une poignée. Et au bout de ces 7 années, on a découvert qu'on avait fait un truc très bien pour nous-mêmes, très sympa, mais que tout ça manquait un peu de sens. Voilà. Et en 2015, on s'est posé la question, en fait, que possède-t-on? On possède des savoir-faire de gestion financière, de gestion juridique, de gestion opérationnelle, mais on ne sait plus pourquoi on se lève le matin. Et alors, on n'aura plus de problème pour nos retraites, financièrement ça va, mais finalement, que veut-on? Et ce qui a émergé, c'est que on veut faire profiter le plus de monde possible. On veut transmettre ce savoir-faire entrepreneurial, on veut donner des opportunités, donner sa chance. On considérait que nous, on avait eu soit de la chance, soit une courte échelle, on sait pas trop, mais qu'on trouvait ça cool de pouvoir en faire profiter tous les autres pharmaciens. Voilà, de devenir quelque part une école de l'entrepreneuriat. Depuis 2015, qu'est-ce qui a changé? Parce que tu dis jusqu'en 2015, on était un peu tous les 4, etc. Et après 2015, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez retrouvé du sens et vous avez décidé de développer votre entreprise de manière plus large. Oui, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, on va en faire profiter plus de monde. Et donc, ça va être une autre échelle. Nous avions une certaine conscience que nous étions dans l'artisanat le plus total. Nous étions 4 associés, aucun salarié, aucun bureau.
ça sert à rien les bureaux, ça coûte des sous, et puis on était tout le temps sur le terrain, très heureux en compagnie de ces pharmaciens pionniers qui nous avaient fait confiance. Et puis on se dit il va falloir déléguer, donc on va embaucher une personne, et puis 2, et puis 3, puis donc prendre des bureaux. Et là, on dit souvent parfois que le mariage, c'est résoudre à 2 des problèmes qu'on n'en avait pas quand on était tout seul. Et là, on s'est rendu compte qu'on allait se mettre à résoudre plein de problèmes qu'on n'avait pas avant. Et que c'était pas aussi simple qu'on pensait. Voilà, donc on est rentré de 2015 à il y a encore 1 an ou 2 dans une phase d'hyper-croissance. Tu parlais tout à l'heure d'une 50aine de personnes dans notre holding de tête. C'est vrai, c'est peut-être un peu plus proche de 60 aujourd'hui, mais là, c'est pas la vérité. Et la vérité, c'est qu'on en a embauché entre 90 et 100 pour arriver à 60. Voilà, et c'est cette phase d'hypercroissance que tu citais tout à l'heure, voilà, sur les 5 dernières années. On va y revenir et on va décortiquer un petit peu comment vous avez vécu tout ça et quels apprentissages vous en tirez aujourd'hui. Et je vais poursuivre avec une question rituelle que je pose à tous mes invités du podcast, qui est Pierre-Emmanuel, quel chef es-tu ? Je suis un chef qui essaye de devenir inutile. La version simple pour expliquer ça, c'est une phrase connue de Confucius qui est plutôt que de donner du poisson à quelqu'un qui a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. C'est facile à dire. Je vais donner une illustration un peu plus élaborée. On est manager, on est leader, on est chef, peu importe comment on l'appelle, et quelqu'un qui est dans notre équipe qui fait face à une situation, un problème, un enjeu, un challenge, quelque chose. Et je vais, de manière peut-être un peu caricaturale, opposer 2 approches. La première, l'approche directe, c'est je lui donne la réponse. Alors c'est bien, je veux dire, à court terme, ça fonctionne, et c'est même dans certaines situations la méthode la plus pertinente. C'est très efficace. Je ne challenge pas que ce soit une bonne méthode, ce que je challenge, c'est que ce soit la seule. La deuxième méthode, la deuxième approche, c'est finalement de se dire, tiens, c'est une opportunité d'accompagner cette personne dans son développement. Alors ça fait une phrase extrêmement pompeuse. En fait, c'est se poser la question de comment cette situation-là peut me servir et lui servir, quitte à ce que ça nous prenne un tout petit peu plus de temps pour que cette personne, au sortir de ça, soit mieux équipée, plus forte, pour la suite de sa vie. Alors c'est pas parce que les mots semblent ambitieux que ça peut pas s'appliquer à des toutes petites choses. La vision que j'ai de ce que j'appelle l'accompagnement du développement humain, c'est en fait 3 grandes postures, 3 jambes en fait, et qui datent pas d'hier. La première, qui date de manière un peu caricaturale de Charlemagne, c'est l'école, c'est la formation. Donc tiens, je vais lui apprendre quelque chose, je vais lui enseigner quelque chose, et je suis sachant sur ce sujet. La deuxième posture, ça date du Moyen-Âge, et c'est le compagnonnage. C'est, tiens, il y a une situation, il lui fait face, comment est-ce qu'on peut co-construire la solution ? Et sans doute que la solution qui va émerger, elle va être constituée de ce que lui apporte, donc elle lui ressemble un peu, et aussi de ce que moi je lui apporte avec mon expérience, et donc elle me ressemble un peu. Dans le compagnonnage, la sculpture qui ressort du travail du maître et de l'élève, elle ressemble pas complètement au travail du maître, ni complètement au travail de l'élève, il y a du 50-50. Et la troisième posture, ça date d'il y a encore plus longtemps, c'est Socrate. C'est la maïeutique socratique, et vulgairement aujourd'hui, ça s'appelle le coaching. C'est la personne, elle a la réponse en elle. Et je peux choisir de prendre cette posture en conscience pour faire émerger la réponse qui lui ira bien. Parce qu'en fait, il connaissait la réponse. En tout cas, il peut la trouver seul, avec un peu de guidage. Voilà. C'est ça pour moi un chef qui essaie de devenir inutile, c'est qu'il alterne en conscience entre ces 3 postures. Voilà. La formation, la co-construction et le coaching. Ok. J'ai plusieurs questions qui me viennent en t'écoutant. La première, c'est est-ce que c'est pas un peu épuisant d'alterner entre ces 3 postures ? Est-ce que tu le fais en conscience, ou est-ce que parfois tu dis là je vais plutôt adopter la méthode Socrate, là la méthode moyenâgeuse du compagnonnage, ou voilà, et enfin voilà, comment est-ce que tu choisis ou ne choisis pas finalement les postures que tu adoptes en fonction des situations ? Ça peut être épuisant si on s'en fait une injonction forte, si on s'en fait une obligation.
Ce à quoi je peux inviter chacun, c'est simplement à, de temps en temps, c'est déjà un petit pas, c'est déjà un bon début, se poser la question. Même après une interaction entre un leader et quelqu'un qui est dans son équipe, tiens, que vient-il ? Il vient de se passer quoi là ? Est-ce que j'ai été directif ? Est-ce que j'ai voulu lui léguer quelque chose ? Est-ce que j'ai été formateur, co-constructeur, coach ? Simplement se poser la question, c'est déjà un début d'ouverture. Ça peut être épuisant, encore une fois, si on veut faire trop vite tout de suite. C'est quelque chose qui est, je pense, le travail d'une vie, et où demain sera mieux qu'aujourd'hui, aujourd'hui est mieux qu'hier, mais c'est vraiment des petits pas pour faire ça de manière non épuisante. Ok. Et ma deuxième question, c'est si tu es un chef qui fait bien son travail de formation et d'accompagnement de ses équipes, et que tu arrives à tes fins, à savoir être inutile, en reprenant tes mots, à quoi tu sers ? Parce que je te pose la question volontairement, hein, parce que je me dis, il y a des chefs qui doivent nous écouter, qui se disent, mais moi au contraire, je veux montrer toute mon utilité à la structure, et presque toute la journée, je me bats presque pour montrer à quel point je suis utile. Et toi, tu nous dis que tu cherches à faire l'inverse. Donc, si tu es inutile, à quoi tu sers ? Il y avait déjà un début de réponse dans ce que tu donnais comme illustration, qui se battent pour montrer leur utilité. Donc ça déjà, ça veut dire quelque chose. Alors, je vais utiliser un parallèle que j'affectionne et pour illustrer, encore une fois, ce devenir inutile d'une autre manière. Et je vais utiliser, par exemple, une relation parent-enfant. Alors, je commence par un gros warning. Ce n'est pas parce que je vais utiliser un parallèle avec une relation parent-enfant que je dis que une relation manager-manager est une relation infantilisante ou de parent-enfant. Mais en revanche, je vais aller y chercher métaphoriquement des composantes communes. Et je vais prendre l'exemple de ma propre fille qui a 5 ans. Elle s'appelle Maya. Elle a 5 ans et l'un des thèmes du moment, c'est apprendre à faire du vélo. C'est assez classique autour de 5 ans. Et bon, alors moi parent, on peut dire moi manager, j'ai une mission, apprendre à faire du vélo. Alors déjà, est-ce que ça a du sens pour moi ? Oui. Ça a du sens pour elle ? Oui. Très bien. Et puis il y a toute la pratique de l'apprentissage. Alors je lui apprends. Alors au début, on tient bien les épaules parce qu'on veut pas qu'elle se casse la figure. Elle se fracasserait le crâne par terre. Elle partirait à l'hôpital. Donc aucun parent ne veut ça. Et puis petit à petit, du temps passe. Et puis au bout de 5 à 6 mois, petit à petit, je me distancie. Et puis les mains s'éloignent des épaules. Et puis à un moment, je m'éloigne du vélo. Et je peux sans doute miser sur le fait que d'ici quelques semaines, elle aura plus besoin de moi. Et puis elle se sera écorché le genou plusieurs fois, ça paraît difficilement évitable, donc le monde sera imparfait, je dois en faire mon deuil, mais ce qui serait lunaire, ça serait que je veuille pour que surtout elle ne s'écorche pas le genou, je vais continuer à garder mes mains sur les épaules et sur la selle, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans ? Hein ? Donc avec cet exemple extrêmement trivial, il y a déjà tous les enjeux de comment j'enseigne quelque chose à quelqu'un, comment je me distancie. Et pourquoi cet exemple est puissant ? Parce que ça répond à ta question, parce que je suis devenu inutile. Vraiment ? Alors je suis devenu inutile vis-à-vis du vélo. Parce que quand ma fille aura 15 ans, je suppose que le sujet du moment ne sera plus si elle a besoin de ses petits trous pour faire du vélo. Ça sera un autre sujet du moment, et j'aurai plein d'autres trucs à lui apprendre. Ça sera, j'y suis pas encore, mais les sujets de 15 ans, attention à la drogue au lycée, j'en sais rien. Et puis quand elle aura 25 ans, on parlera plus de drogue au lycée. Je serai aussi devenu inutile par rapport à ce sujet-là. Ça sera comment j'achète un appartement, que sais-je. Et donc en fait, tendre à vouloir devenir inutile, si c'est dit comme une injonction comme ça, évidemment que ça passe pas. Mais c'est pour le sujet du moment, comment je deviens utile sur ce sujet-là, comment j'y tends en tout cas, parce que ça laisse la place à autre chose après. Ça me laisse plus de temps pour gérer d'autres choses, et puis de toute façon la nature a horreur du vide, donc la vie va nous envoyer à nous, managers et managers, à nous, équipes, des tonnes d'autres sujets à traiter, et donc si je peux ne plus être en mode un peu contrôlant, un peu babysitting, je justifie ma position de manager, je m'y accroche sur ce premier petit sujet, on traitera mieux tous les autres qui vont se présenter. Voilà.
J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu viens de finir de dire. Donc on voit bien l'utilité pour le collaborateur, la collaboratrice ou ta fille, en l'occurrence, si on prend l'exemple du vélo, pour la structure, pour ton entreprise. Quel est le bénéfice d'avoir des managers qui cherchent à être inutiles sur certains sujets et finalement cherchent à faire monter leurs collaborateurs en compétences à des niveaux presque équivalents parfois à celui que toi tu as sur un sujet. Qu'est-ce qu'en retire ton entreprise Arpilab par exemple? Deux choses essentiellement. Une qui est une sorte de valeur absolue et qui est finalement la quête de sens de la personne. Est-ce qu'on se sent mieux dans une prison ou dans un espace un peu de liberté, hein, dans un endroit où on nous micromanage ou dans un espace où quelque part on perçoit l'intention de l'autre de nous faire grandir. Et je miserais peut-être un petit peu d'argent sur le fait que les personnes se sentiront mieux si on adopte cette posture, en tout cas au moins de temps en temps, sur certains sujets, et qu'elles y trouveront du sens. Donc ça ouvre toutes les portes d'avoir des équipes plus stables, des équipes plus heureuses, etc. Et par ailleurs, ce que j'illustrais, c'est qu'il y a un sujet qui tombe, qui est à traiter, un challenge, et puis demain il y en aura un autre, et puis un troisième, etc. Et c'est non seulement vrai dans la vie, mais c'est encore plus vrai dans une phase d'hypercroissance. C'est que la personne qui veut absolument justifier son poste en ne passant pas forcément son savoir, va se noyer lui-même dans l'après. Donc en particulier dans notre contexte d'hypercroissance, l'enjeu d'accepter la délégation et quelque part un certain lâcher-prise était clé. Alors attention, là où ça donne un exercice extrêmement périlleux, c'est que ces phases d'hypercroissance sont également propices à l'émergence de 1001 problèmes qu'on n'avait pas prévus la veille. Et on est un petit peu parfois comme sur un théâtre des opérations militaires, où là, un petit peu de directive parfois fait du bien, et fait du bien à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que même les équipes nous disent, mais là, décidez, parce que ça va un peu la liberté, mais à un moment, je me sens protégé par le cadre. J'avais croisé un jour un ex-général qui était dans l'armée de l'air, etc., et qui était devenu coach par ailleurs. Il disait, mais c'est assez exceptionnel de voir que, contrairement aux idées reçues, c'est extrêmement collaboratif, l'armée. On fait une intervention avec les forces spéciales, on va faire une exfiltration, ou on va concrètement peut-être tuer quelqu'un, enfin bref, c'est ce genre d'opération. Et ben toute la préparation avec les équipes, indépendamment des grades, c'est ultra collaboratif, brainstorm, etc. Tout le débrief post-opération est ultra collaboratif. Mais alors l'exécution sur le terrain, ça devient ultra directif et descendant, et là on suit les ordres et on débranche quelque part le cerveau. Et finalement il n'y a pas un mode qui est bon et l'autre qui ne l'est pas, c'est extrêmement adapté à la situation. La combinaison au bon moment. On le disait, voilà, vous avez énormément accéléré la croissance de l'entreprise, à la fois dans le nombre de pharmacies que vous accompagnez, et donc du coup dans le nombre de collaborateurs que vous avez recrutés chez Arpilab pour mener à bien votre mission. Comment toi tu as vécu en tant que dirigeant, en tant que manager, chef d'entreprise, cette croissance très forte en un temps court? Le mot qui me vient, c'est que je l'ai vécu difficilement. Les réponses courtes, essentiellement parce que ça a constitué, alors je m'en aperçois a posteriori, un deuil permanent. Ok. Alors le mot va paraître fort, mais une succession de petites morts. C'est-à-dire le lâcher prise que ça requiert se situe quelque part à tous les niveaux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du lâcher prise et de l'acceptation que nos tâches changent, et on a beau vouloir ça quelque part dans la tête, il y a quelque chose en nous qui dit
même si on a fait beaucoup de développement personnel, etc., est-ce que je suis vraiment prêt à lâcher? Est-ce que je suis pas en train de me la raconter? On voit des choses que nous on faisait. Alors en plus on avait 7 années de pratique, hein, donc on était devenus experts dans ce qu'on faisait, et des experts artisans qui par définition finalement n'ont pas de procédure, font ça intuitivement, font ça de manière inconsciente, et ça tourne très bien. Et là tout à coup il y a d'autres personnes qui se mettent à faire les trucs qu'on leur dit de faire. Alors non seulement on leur a pas bien expliqué, parce qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'on faisait avant, c'était pas dans les couches conscientes. Et puis c'est pas fait aussi bien que nous, et puis c'est pas fait comme nous, et à chaque fois il y a un petit deuil à faire. Il y a en plus, alors je vais parler de moi personnellement, moi j'ai une relation particulière à l'humain, et notamment au lien entre les êtres humains. Et avec les pharmaciens, j'ai toujours de forts liens d'affection en fait, non fins. Hein. Et puis quelque part, laisser d'autres personnes interagir avec eux, se jouer chez moi, mais sans que j'en ai conscience, la notion de perte du lien, et que je vais plus pouvoir leur parler maintenant. Ou en tout cas, il faut que je me réinvente pour trouver quelque part un autre prétexte pour leur parler. Puis au fond du fond, pour moi, c'était est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer, quoi, hein. Alors ça, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a posé des mots dessus, mais c'est avec le recul. Mais pendant, c'était d'une douce violence, hein, quotidienne. Voilà. Parce que ce qu'on faisait, c'était pas parfait. Alors, ça pourrait pas être parfait, mais c'était, il y a ce qu'on s'est imaginé qu'on ferait, on s'imaginerait que ça irait vite et bien, et puis finalement, ça prend du temps, et puis c'est pas comme on imaginait. Voilà. Quelles ont été les difficultés principales que vous avez rencontrées? Tu nous disais tout à l'heure, et j'ai compris à demi-mot qu'il y avait eu quelques difficultés de recrutement. Tu nous disais pour arriver à 60 personnes, on a peut-être embauché 100 personnes ou plus. Est-ce qu'il y a eu cette difficulté-là ou d'autres avec le recul? Comment t'identifies peut-être les choses qui ne se sont pas passées comme prévu et qui auraient pu être améliorées? Oui, si on regarde notamment le sujet de pourquoi 90 embauches, c'est peut-être 80 ou 100, j'en sais rien, pour finalement arriver à une cinquantaine, une soixantaine de personnes aujourd'hui, on trouverait des causes multiples comme des fiches de poste peu ou pas écrites, de mauvaises intuitions, parfois des gens toxiques aussi, hein. On a eu droit à notre lot, alors il est extrêmement faible dans la population, je sais pas, de 1 à 3%, mais de personnes très rares, mais finalement mauvaises, dont il faut s'éloigner. Bref, mais ce serait tout ça, je pense, avec le recul, ne sont que finalement des conséquences de causes plus profondes, hein, dont on a pris conscience qu'après coup, en fait. La première, je pense, c'est qu'il y a une notion autour de l'explicitation, en fait, de ce qu'on cherche. On nous avait dit, ça nous semblait être du bon sens, de posez votre vision, posez votre mission. Alors oui, on prend ça comme une injonction, on le fait. Et puis finalement, on se rend compte au bout de quelques années que ce qu'on avait posé comme mission, c'est pas la mission. Et on s'en rend compte en se cognant. Okay. Un exemple, dans notre mission, il y avait, quelque part, on rachète des pharmacies, etc. C'était dans le milieu de la phrase. Bref, on fait des deals d'acquisition. Hein. Et puis un jour arrive une discussion entre moi et une pharmacienne. Alors ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Elle s'est portée sur un projet, puis un deuxième projet, un troisième projet, et il émerge au fur et à mesure d'une discussion avec elle que elle réalise que ce qu'elle veut, c'est pas devenir titulaire, c'est avoir un deuxième enfant. Donc superbe émergence. Enfin, moi j'étais très heureux pour elle qu'elle mette des mots dessus. Quelque part qu'elle me le livre, en plus j'étais privilégié, et tout à coup elle se reprend, elle fait mais zut, à qui suis-je en train de parler? Elle se disait mais je vais vous planter un deal, quoi, tu viens de te tirer une balle dans le pied, et elle était tiraillée. Je lui dis non, c'est très bien là, on a fait ce qu'il fallait, c'est super, tu sais ce que tu veux faire en fait, et ça c'est beau. Et elle en revenait pas. Et puis en interne aussi j'ai eu quelques feedbacks du style oui mais en fait qu'est-ce que t'as fait là, on pouvait faire une pharmacie de plus. Je dis oui mais c'est pas notre mission. Ah non, excuse-moi, il y a écrit acheter des pharmacies dans les échanges. Oui, en fait non, c'était pas ça. À chaque fois qu'on a posé notre vision ou notre mission, en la confrontant à la réalité, on se rend compte au bout de parfois quelques semaines, parfois quelques mois, ou parfois quelques années, que
bah, c'était pas complètement ça. Il y avait quelque chose d'encore plus profond. Et donc, ce qu'on n'a pas fait, c'est expliciter dès le début ce qui est vraiment important. Parce qu'une fois que ça s'est posé, ces principes fondamentaux, ils changent pas, en fait. Et là, c'est beaucoup plus simple pour des équipes de comprendre dans quel sens elles s'inscrivent. Parce qu'elles vont tout faire pour suivre la mission qui est donnée, hein. Mais si c'est pas la bonne, ça donne des fausses notes à certains moments. Voilà. Deuxième erreur qu'on a faite, c'est, je dirais, un leadership pas clair. On était une bande de potes, on était une sorte de clan, hein. Vous êtes combien de fondateurs? 4. Ouais, c'est ça. Voilà. À des degrés divers, mais en gros c'est ça. Et donc et puis arrivé à différentes époques, et puis avec des envies un peu différentes, etc. Donc quand déjà c'est pas clair entre nous, qu'il n'y a pas à la fin quelqu'un qui tranche, bah ça s'en ressent sur toute l'organisation. Ça peut donner des injonctions contradictoires, donc ça savonne la planche aux équipes de manière claire. Et je pense qu'on a trop voulu, alors inconsciemment, hein, peut-être préserver ce lien entre nous au détriment du lien avec l'organisation. Voilà. Troisièmement, je dirais qu'il y avait une certaine impatience, peut-être. Et là, une phrase aussi connue, c'est 9 femmes ne fabriquent pas un bébé en un mois. Donc, ça n'est pas en additionnant des ressources que tout va se pluguer comme des Legos et que ça va fonctionner tout seul du jour au lendemain. Il y a un temps caractéristique incompressible à la transformation d'une entreprise. Et enfin, la dernière, c'est finalement un insight qui nous est venu ce matin. J'en parlais ce matin avec un associé historique et il dit quelque part qu'on avait aussi une sorte de déséquilibre tête-corps. Bien que chacun d'entre nous est une personne qui est dans le faire, qui est très opérationnelle et qui sait soulever des montagnes, et ben quand on nous mettait ensemble, c'est les cerveaux qui se mettaient en route, et alors on était capable de débattre pendant des heures d'idées, mais alors l'exécution opérationnelle derrière était un peu laissée à l'abandon. Et ça, c'était pas cool pour les équipes qui, elles, n'avaient besoin que de ça, quoi. Voilà. Et c'est encore une fois très facile à dire après coup, mais alors quand on a la tête dans le seau ou la tête dans le guidon, pendant, c'est difficile de faire une pause, de prendre du recul et de se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous? Et on en revient à être conscient de ce qui se passe pour moi dirigeant, en période de transformation. Parce que peut-être que moi aussi, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et c'est notamment votre mission auprès des pharmaciens. Exactement. C'est le rôle que vous jouez et que vous n'êtes pas allé chercher de votre côté, finalement. Alors oui et non, mais disons que c'est tellement long que lors de notre propre transformation, alors on a fait des coachings personnels, des coachings d'équipe, creuser même des sujets comme la sécurité ontologique, etc. Donc on est relativement avancé en fait, et c'est un chemin infini. Mais comme tout ça se fait en parallèle, la force que ça nous procure, elle est en train de se déployer depuis maintenant 1 an ou 2. Alors là, on en voit tout le levier, on en voit tous les fruits. Mais c'est pendant les années on en avait plus besoin que c'était pas là, hein. Donc c'est sans doute, parce que c'est ce que je dis aux pharmaciens, que c'est sans doute des choses qu'il faut traverser pour ensuite prendre le recul, pour ensuite aborder au mieux les années qui s'avancent, quoi. Donc là tu nous as listé 4 grandes leçons suite à des erreurs et voilà, histoire que vous avez vécue pendant ces dernières années. Est-ce que tu penses que vous auriez pu éviter certaines mauvaises décisions ou certains ou aller plus justement, comme tu disais, dans le fait de préciser davantage votre mission ou de gagner en patience, etc. Est-ce que c'était finalement évitable ou, comme tu viens de le dire, finalement on est content d'être passé par là parce qu'in fine on en tire les fruits derrière? On pourrait être on est quelque part content d'en passer par là, mais même si c'était un peu douloureux, mais la réponse honnête c'est non. Est-ce qu'on aurait pu les éviter? En fait, la croyance fondamentale que j'ai et que j'applique aux autres, c'est que chacun fait du mieux qu'il peut avec les ressources qu'il a au moment où il est en train de faire cette tâche. Et donc, ce qu'il fait, c'est le mieux qu'il puisse faire.
Voilà. Et donc non, on ne pense pas qu'on aurait pu faire différemment, remis dans les mêmes situations. Alors, question qui est donc différente fort de ce qu'on a appris, est-ce qu'on fait des choses différentes aujourd'hui, ou là on regarde vers le futur. Voilà, mais en toute honnêteté, en se regardant dans un miroir, non, on n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Ok. Aujourd'hui, où vous en êtes de ces quelques difficultés et qu'est-ce qui vous attend pour la suite en termes de développement d'entreprise, de croissance d'entreprise? Est-ce que vous allez continuer à être sur un rythme aussi élevé, et est-ce que vous avez réglé ces 4 sujets dont tu viens de nous parler? C'est une excellente question parce que oui, la croissance va pas s'arrêter. Alors elle va pas être aussi abrupte, mais ce qui va être commun, c'est qu'elle va être tout aussi transformante. C'est-à-dire que l'organisation dans 3 ans, on pourrait dire que ses fondamentaux n'auront sans doute pas changé. Une partie acquisition juridico-financière, etc., une partie accompagnement opérationnel, une partie accompagnement de la personne. Mais alors la manière de le faire, peut-être les gens pour le faire, oui, ça continue à se transformer à vitesse grand V. Alors, et en fait, sur les 4 éléments que j'ai cités, oui, de grands pas ont été faits, puisque on n'est jamais complètement conscient, mais on a fait de grands pas dans la conscience de ce qui se passe pour nous maintenant. C'est essentiellement ça qui a changé. Donc on a des réflexes, et maintenant peut-être d'un peu plus de patience dans la transformation de l'orga et la transformation des gens. Et par ailleurs de capturer le savoir-faire dès le début, de plus écrire, de plus noter, pour que l'organisation soit un tout petit peu moins dépendante des gens en termes de leur savoir-faire, on va dire un peu académique, qu'elle puisse plus se reposer sur les gens en termes de force vive accompagnante des pharmaciens. Je sais qu'on a des auditeurs et des auditrices qui sont aussi soit des managers, soit des leaders d'entreprises en forte croissance. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils, des bonnes pratiques, un état d'esprit à conseiller pour ces gens qui nous écoutent et qui sont en train de vivre ce que tu as vécu et ce que tu es toujours en train de vivre pour Harpilab? Alors je vais humblement me contenter de 3 choses que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise. La première est extrêmement pratico-pratique, c'est se demander à quoi ils dépensent leur temps. On a une petite phrase chez Harpilab qu'on répète, qui veut bien l'entendre, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est son temps. C'est la ressource la plus précieuse. Et si on le descend dans l'échelle du quotidien, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ces situations-là, manager, leader en forte croissance, notre journée va être faite de centaines d'emails, d'injonctions, de demandes, de problèmes, de trucs pas prévus, et qu'on n'arrivera pas à tout faire. Et donc simplement déjà commencer sa journée en étant clair sur c'est quoi les 3 trucs que je vais avoir fait aujourd'hui, juste ça comme point d'ancrage pour garder un cap, ça c'est déjà pas mal. Le deuxième conseil que moi j'aurais aimé qu'on me donne, c'est, je reviens sur quelque part la vision, et je vais enfoncer une porte ouverte. Il faut être clair sur sa vision. Et je vais prendre l'image du tire-fesse au ski. Parce que moi aussi on m'avait dit il faut être clair sur sa vision. Je disais ouais c'est bon, je le sais. Et je pensais l'être. Et au tire-fesse, quelqu'un qui n'en a jamais fait, on lui dit attention ça tire, hein. Ouais d'accord ça va tirer, mais tu fais attention, tu plies un peu les genoux, etc. Ouais c'est bon, je suis prêt. Et puis après le tire-fesse démarre, et là on se fait gronder parce que la personne nous dit ouais vous auriez pu me le dire que. Et donc se challenger, et peut-être une méthode que je proposerais, c'est j'ai une vision, j'ai une mission, c'est la confronter à des cas de vie réels pour s'assurer qu'il n'en sort pas une substantifique moelle plus profonde, ce qui nous est arrivé 4 ou 5 fois d'affilée. Ah, en fait, c'était pas ça vraiment, c'était plutôt ceci, parce qu'on se cognait à la vie. Et la troisième chose, ça serait, je vais choisir mes mots, mais
d'aller interroger le rapport qu'on a à la confiance. Alors la confiance, c'est un concept assez amusant parce que c'est un peu comme les émotions. Il y a ce site commun que tout le monde sait ce que c'est quand on leur demande. Bien sûr, je sais ce que c'est que la confiance, je sais ce que c'est qu'une émotion. Mais après, si tu demandes à des gens de le définir, alors là, il y a soit un blanc, soit des gens qui se grattent la tête, soit 30 définitions pour 30 personnes différentes. C'est fascinant. Et là, en fait, alors là, je peux recommander, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Vinicki, qui a développé depuis 13 ans maintenant un modèle de mesure, non peut-être pas du niveau de confiance, mais du rapport que chacun a à la confiance, ce qu'il a construit, ce qu'il a détruit, et qui est une sorte de modèle universel, selon 7 grands axes. Je donne 2 illustrations. Un des axes, c'est le rapport aux règles, le rapport au cadre, le rapport à la cohérence entre les paroles et les actes. Un autre, c'est le droit à l'erreur, par exemple. Et chacun peut ressortir de là avec une compréhension un peu plus claire sur, finalement, ce qui construit la confiance chez moi, c'est ceci ou c'est cela, ou ce qui va durement attaquer la confiance, c'est ça. Outre l'aspect mieux se connaître, qui nourrit un peu l'ego, etc., c'est une boussole très précieuse quand on va rentrer dans des phases de forte transformation où finalement on a un plan mais on sait pas trop ce qui va nous arriver dans la grande essoreuse de la croissance. Mais un truc qui va se jouer, c'est la relation avec les autres. Et notamment, puisqu'on parle de lâcher prise, on parle de confiance. Et donc ce à quoi j'inviterai les gens, c'est à sortir du mot tarte à la crème confiance, qui est un peu un mot valise, pour aller explorer ce que ça veut vraiment dire pour eux. Parce que je miserais bien quelques euros sur le fait que ça veut pas dire la même chose pour la personne qu'ils ont en face d'eux. Voilà. Ok. Tu me donneras la référence ouais, avec plaisir. que tu viens de citer, puis je pourrais le mettre en commentaire de l'épisode, et puis aussi m'empresser d'aller creuser cette notion dont on parle beaucoup sur Chef, effectivement, la confiance qui est quelque chose d'important. Écoute, on arrive à la fin de notre interview. Pour terminer cet échange, tu as des dernières choses à dire ou pour peut-être compléter ton témoignage, ou une question que je ne t'ai pas posée auquel tu aurais aimé répondre? C'est pas une question facile, ça, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Oui, et je voudrais contextualiser en fait ce témoignage. Arpilab est une entreprise qui est dirigée par plusieurs personnes, même si maintenant on a appris que la gouvernance est plus claire. Et donc moi, ça me donne le luxe, la grande chance, de pouvoir être un peu plus porté sur les sujets de développement personnel, que ce soit le mien, celui des autres, celui des pharmaciens, que si j'étais seul, effectivement. Donc je passe un message avec précaution sur le fait que j'ai la chance de me trouver dans un endroit où nous avons plusieurs couleurs et plusieurs contributions pour diriger ce fort développement. Alors ça a été cause d'incompréhension et même parfois de souffrance pendant des années, et je pense qu'on est en train de passer dans un monde où ça va nous donner beaucoup plus de force, parce qu'on a appris à se connaître et travailler ensemble. Voilà. Je ne pense pas que j'aurais pu, moi, avoir une telle conscience et pouvoir me focaliser sur ces sujets-là si j'avais été seul à diriger une telle croissance. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux dire, c'est un peu la complémentarité finalement des profils qui est, pour le coup, un des facteurs clés de succès du développement d'Arpilab, tant dans la gestion, la diversité des sujets que vous êtes capable d'embrasser en tant qu'équipe dirigeante, et aussi un facteur d'épanouissement pour toi, parce que finalement ça te permet d'aller vers les sujets qui t'intéressent et d'approfondir. Ok, ouais, c'est très clair. Ouais. Je trouve que c'est important dans une équipe dirigeante d'avoir des complémentarités en fait. Il y a aussi une autre chose qui me vient là, qui est quelque part si certaines personnes, si ça résonne chez certains, là, le fait de se devenir inutile, etc., c'est ce à quoi je les inviterais, c'est
Pour ceux qui hésitent un petit peu parce que l'eau leur paraît trop chaude, trop froide et qu'osent pas mettre forcément un doigt dedans, c'est déjà commencer par poser l'intention pour eux-mêmes. Par exemple, dans 2 ans ou dans 4 ans, je me vois où et est-ce que j'ai encore envie d'être en train de faire ce que je fais et comment je change ça. Si on pose pas l'intention au début, si ça reste comme une injonction, ça marchera pas. La deuxième chose que je leur recommanderais, c'est la technique des petits pas, puisque c'est une histoire de confiance qui se joue. Personne ne leur demande d'être pleinement dans cette posture du jour au lendemain. Et ça commence même par des choses extrêmement bêtes. C'est finalement, par exemple dans les entreprises, il y a parfois un mécanisme de contrôle des achats. Hein. Et j'invite le leader à se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de contrôler les achats de fournitures ? Quelle peur l'habite sur le fait que le monde va s'effondrer si jamais il lâche ça, hein. Et avant de lâcher des trucs trop gros, ce qui ne marche pas, commencez par faire des petits pas. Ça, c'est aidant. Et enfin, ça on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est finalement ne pas hésiter à se faire accompagner soi-même. Ça peut être un coaching, ça peut être de la supervision. Il y a plein de ressources. Parce qu'encore une fois, quand on est dirigeant, on a quelque part charge d'âme, donc on s'occupe de tous les autres, et puis qui s'occupe de nous-mêmes. Hein. Voilà. Donc, et qu'on en ressort plus fort en fait. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci Sophie. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il pourra nourrir vos réflexions. Alors qu'est-ce que je retiens de cet épisode ? La première chose, c'est le rôle qu'a le manager dans les apprentissages et le développement de ses collaborateurs. Le fait de chercher à être inutile, comme dit Pierre-Emmanuel auprès de son collaborateur, est quelque chose que j'ai personnellement déjà essayé et fait beaucoup quand j'étais manager, mais je me suis rendu compte que j'avais pas complètement conscience de tout ce qui se jouait dans cette démarche. L'exemple du vélo avec la fille de Pierre-Emmanuel a été lumineux pour moi. Ensuite, je retiens aussi que la notion de confiance est une notion très individuelle et qu'il est important de questionner pour soi-même ce que signifie la confiance, à qui j'accorde ma confiance, pourquoi, comment je l'accorde, et aussi faire la même chose pour ses collaborateurs. Comprendre à qui ils accordent leur confiance, pourquoi et comment, et comprendre ce que je peux faire moi en tant que manager pour tisser et renforcer des liens de confiance avec eux. Ensuite, le dernier apprentissage, c'est finalement que même si on est bien né, qu'on a des beaux diplômes, on apprend tout le temps et on n'est jamais arrivé. Le témoignage de Pierre-Emmanuel amène beaucoup d'humilité, je trouve, dans un monde où l'ego et l'immédiateté prend beaucoup de place. Je ressens parfois une injonction à réussir sa vie, ou en tout cas à réussir sa carrière, de manière très forte et très rapide. Là encore, la réussite est une notion que je comprends être très personnelle, et finalement, même quand on arrive à un certain stade de réussite, si on veut passer à l'étape suivante, il faut un peu repartir de zéro, il faut du temps et il faut de l'apprentissage. C'est valable dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi valable dans sa propre progression de carrière et dans la progression de carrière qu'on propose à nos collaborateurs. C'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, Kenavo!